Bienvenue à tous à cette à cette conférence du dernier mardi du mois plutôt, qui est la 15e de la FHU Respire, qui va donc être sur la dysbiose intestinale et l'altération de l'axe intestin-poumon, les conséquences sur la réponse à l'infection respiratoire. Et j'ai le plaisir. On voit cet écran-là. Zut. Excusez-moi, comme j'ai deux écrans, c'est toujours compliqué. Hop. C'est bon. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Leguerne pour cette conférence qui promet d'être extrêmement intéressante. C'est une conférence qui est réservée donc aux professionnels de santé. Donc, comme d'habitude, un tout petit mot sur la FHU Respire, hein. Je vous rappelle que c'est un projet retenu dans le cadre d'un appel d'offres porté par le G4 depuis le 1er janvier 2021 et qui a pour objectif de renforcer les relations hôpital-université-unité de recherche pour améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée prenant en compte les caractéristiques de l'hôte dès l'enfance, l'environnement et les pathogènes. Je vous rappelle aussi qu'on a passé notre bilan mi-parcours, qu'on n'a pas un retour officiel papier, mais qu'a priori, tout s'est très bien passé sur les retours un peu officieux que nous avons eus, avec donc de très nombreux partenaires, avec notamment les 4 CHU, les 4 universités du G4, l'Université d'Artois, l'UTC, l'Institut Pasteur de Lille, qui fait partie quand même de l'Université de Lille. Et puis d'autres partenaires à côté, comme l'école vétérinaire de Maison Alfort, par exemple, ou l'APAC est une association. Donc, les conférences du dernier mardi du mois, je vous rappelle, l'objectif, c'est donc de faire connaître, de mettre en avant des compétences ou des travaux de recherche des membres de la FHU, puisque nous avons tous nos compétences propres et qu'on connaît, on ne peut pas tout savoir sur tout. Elles sont orientées soit grand public, soit réservées aux professionnels de santé comme aujourd'hui. Et donc, on le fait entre 13 et 14. Objectif, c'est qu'à 14 heures, tout soit terminé, pour que chacun puisse se retourner à tous ses autres impératifs. Je vous rappelle que il y a un accès éventuellement possible en repassant vers Sandrine si vous voulez réécouter la conférence, bien sûr sous réserve de la validation par l'intervenant, donc ici Rémi Leguerne. Donc, on n'a pas, mais on aura très prochainement donc le titre de la prochaine conférence dernier mardi du mois. Je vous rappelle donc que le programme n'est pas encore clos pour l'année 2023 et que si vous pouvez préférer intervenir en 2024, n'hésitez pas. L'objectif, c'est vraiment de montrer des aspects très différents, très variés. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez une idée de conférence faite par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le partage. Je vais donner la possibilité donc du partage à Rémi Leguerne, que je remercie encore pour avoir accepté de nous faire cette présentation de la dernière conférence du dernier mardi du mois sur la dysbiose intestinale et l'altération de l'axe intestin-poumon. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas. Ah bah, Donc là, j'ai lancé le partage. Je vais essayer de mettre en plein écran. Je ne sais pas si ça passe bien chez c'est vous. parfait. C'est nickel. Parfait. Ouais. On va pouvoir commencer. Donc, je vais juste parler un petit peu du microbiote digestif, de la dysbiose intestinale et des conséquences de cette dysbiose sur l'axe intestin-poumon en se focalisant sur tout ce qui va être infection respiratoire. Parce qu'il y a d'autres problématiques, notamment l'asthme, sur lesquelles je connais moins, donc je vais me focaliser sur l'infection respiratoire. Donc déjà, le microbiote, en fait, c'est 99 de bactéries, donc de bactéries anaérobies strictes, euh, peu d'entérobactéries, d'entérocoques normales. Et là, j'ai fait figurer en fait une photo qui est prise par un artiste qui s'appelle Martin Angerly. Et c'est des photos du microbiote digestif pris en microscopie électronique qui colorait ensuite artificiellement sous Photoshop dans un second temps. C'est juste pour montrer un petit peu la richesse de ce microbiote et les interactions qui peuvent exister entre les bactéries, les levures et aussi l'hôte. Donc pour analyser le microbiote, il y a plusieurs techniques. Donc, on peut faire des techniques qu'on appelle un petit peu ciblées. On va se focaliser sur un gène qui va permettre en fait de servir de code barre pour, par exemple, analyser un peu la composition taxonomique en bactéries, comme la RNCS.
en archée, c'est aussi l'ARN 16S. Pour les champignons, on peut s'intéresser à l'ARN 18S ou à un gène qu'on appelle l'ITS. Et par contre, pour les virus, il n'y a pas un gène qui fonctionne pour tous les virus. Donc, dans ces cas-là, il faut faire de la métagénomique qu'on appelle non ciblée, c'est-à-dire séquencer tout l'ADN qui est présent dans un échantillon. Pour l'ARN 16S, qui sert pour les bactéries, donc en fait, c'est un gène qui a à peu près 1500 paires de bases. Et on voit qu'il y a des séquences qu'on appelle hypervariables. Il y a 9 séquences hypervariables. Et l'intérêt, en fait, c'est que si on séquence les endroits où il y a beaucoup de variations, ben, ça permet de classer les bactéries, dire bah voilà, cette bactérie, c'est plutôt un Clostridium, c'est plutôt un Bacteroides. Si on arrive à l'identifier au niveau du genre, ou parfois on peut l'identifier seulement au niveau de la famille. Donc c'est grâce un petit peu aux séquences qu'on arrive à retrouver. Donc là, en fait, sur l'axe des hits, on voit la position au niveau des bases sur la RN16S. Et sur l'axe des Y, on voit l'entropie. Donc l'entropie, c'est un mot un petit peu compliqué pour dire que c'est une mesure du désordre. Donc quand on a une entropie élevée, ça veut dire qu'on a beaucoup de variations à cet endroit-là. Donc avec les techniques de métagénomique enfin, ciblées comme Illumina qu'on a actuellement, par exemple si on se focalise sur la RN16S, souvent on séquence peut-être 250 ou 400 paires de bases. Donc ça permet d'avoir deux régions hyper variables. Et on verra qu'il y a des techniques un peu plus récentes aussi qui permettent de séquencer l'intégralité de la RN16S pour être plus précis au niveau de l'identification du genre ou de l'espèce bactérienne. Donc il y a quelques rappels taxonomiques aussi. Si on parle d'une bactérie comme ici Lactobacillus delbrueckii, eh ben, on peut aller jusqu'au niveau parfois de la sous-espèce, donc sous-espèce Bulgaricus. Au niveau de l'espèce, si on arrive à l'identifier comme un Lactobacillus delbrueckii, au niveau du genre, dans ce cas-là, on peut juste dire c'est un Lactobacillus. La famille, ça va être Lactobacilliaceae. L'ordre, les lactobacilliales. La classe, c'est les bacilli. Le phylum, les firmicutes. Et le domaine, c'est les bactéries. Donc on voit que sur la gauche, c'est ce qui est le plus large. Et plus on va sur la droite, plus on arrive à le classer précisément. Donc ça, c'est des mots un peu compliqués, mais parfois c'est intéressant parce que si on présente des résultats d'analyse de microbiote, souvent on va pouvoir grouper peut-être au niveau de la famille, de l'ordre ou du phylum pour avoir des choses qu'on arrive à comprendre. Parce que s'il y a des centaines ou des milliers d'espèces en fait dans le microbiote, bah, c'est difficile à représenter sur un schéma. Alors comment on peut essayer de définir un microbiote sain? Bah, ça c'est compliqué, il n'y a pas grand monde qui a la réponse. Déjà au niveau des techniques, pour analyser le microbiote et sa fonction, il y en a plusieurs. Et des analyses un peu taxonomiques, donc ce qu'on a vu un peu précédemment, qui permet de dire, bah voilà, l'abondance en telle bactérie, elle est d'autant. Donc par exemple, on sait qu'on aura 12% des séquences, ça sera du lactobacillus. Donc ça, c'est l'analyse taxonomique qui permet d'avoir aussi une idée de la richesse du microbiote avec l'alpha-diversité. Une idée aussi, est-ce que les bactéries vont peut-être être plus associées à certaines bactéries qui vont produire des métabolites ou pas. Mais c'est pas forcément très, très précis au niveau de la fonction du microbiote. Pour regarder la fonction, il faut plutôt faire de la métagénomique. Dans ce cas-là, on va séquencer tout l'ADN présent dans l'échantillon pour regarder, bah voilà, il y a peut-être des enzymes qui vont servir pour synthétiser des vitamines ou synthétiser différents métabolites. Et après, l'étape ultime, c'est de faire de la métabolomique. Ça veut dire regarder au niveau fonctionnel comment fonctionne le microbiote. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut avoir des modifications taxonomiques avec une espèce bactérienne qui diminue, mais si une autre espèce bactérienne qui remplit la même fonction augmente en parallèle, au final, on aura des niveaux constants métabolites. C'est toujours très, très intéressant de regarder vraiment la partie métabolomique avec différents métabolites qu'on va revoir par la suite. Donc, il y a plusieurs techniques disponibles pour élever le microbiote. Donc, on a vu l'abondance au niveau de la taxonomie. On peut regarder les métabolites. On peut regarder les métabolites, par exemple, in situ, au niveau digestif. Mais on peut aussi les regarder dans le sang, faire de la métabolomique dans le sang. Donc, on voit qu'on a pas mal de techniques à disposition. Il y a plusieurs rôles pour le microbe digestif. Il y a des fonctions métaboliques, par exemple une synthèse de vitamines, notamment la vitamine K ou des vitamines B. La fermentation des fibres non digestibles par l'hôte, la production d'énergie pour l'hôte, avec des acides gras à courte chaîne qui pourront être utilisés, notamment le butyrate, par les cellules coliques. On a des fonctions de protection avec de la compétition avec des bactéries exogènes ou pathogènes,
des fonctions barrières avec une induction de sécrétion d'IgA ou de peptides antimicrobiens, et des fonctions aussi immunitaires au niveau du développement du système immunitaire, que ça soit localement, mais aussi à distance. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça permet d'introduire un petit peu l'axe intestin-poumon, qui correspond à une communication entre l'intestin et le poumon. En fait, le microbiote digestif, sa composition et sa fonction, va pouvoir influer la réponse immunitaire pulmonaire, notamment lors d'une infection bactérienne, que ça soit une pneumopathie, une exacerbation de BPCO, ou alors une infection virale, et aussi sur la survenue d'un asthme. Donc ça, c'est des études qui ont été menées et qui vont, pour la plupart, dans le même sens. Donc en fait, ça fonctionne comment? Bah, au niveau, si on a des triggers en fait qu'on appelle de dysbiose, donc qui vont modifier la composition du microbiote, par exemple, des antibiotiques. Si on prend des antibiotiques, ça va pouvoir, vraiment détruire la flore, digestive commensale, et ça va être remplacé par d'autres bactéries qui vont prendre la place, mais qui n'auront peut-être pas forcément la même fonction. On peut avoir des infections, et on peut avoir aussi, la fumée de cigarette. On se doute bien que la fumée de cigarette ça aura un impact négatif au niveau du poumon, mais on sait également que ça va pouvoir modifier la composition du microbiote digestif. Et tout ça, si on a des modifications du microbiote digestif, on va avoir, une altération en fait de la production de certains métabolites, comme des acides gras à courte chaîne, des métabolites tryptophane, et aussi des différences au niveau de certains ligands qui pourront stimuler l'immunité, comme le lipopolysaccharide. Donc ça aura un impact sur l'homéostasie locale, mais aussi à distance, donc au niveau du poumon. Ça, c'est des choses qui sont bien décrites. Donc la dysbiose, c'est quoi? En fait, ça va être l'altération de la composition et de la fonction du microbiote. On peut avoir des dysbioses du microbiote digestif ou du microbiote respiratoire aussi, et ça survient principalement après antibiothérapie. Alors l'antibiothérapie, ça va dépendre du type d'antibiotique, notamment s'il a une activité anti-anaérobie, puisqu'on a vu que le microbiote, c'était 99% de bactéries anaérobies strictes. Donc si c'est un antibiotique qui est focalisé sur ces bactéries-là, ben, ça aura plus d'effet. Si on a aussi une excrétion biliaire, parce que si on prend des antibiotiques IV, s'ils sont excrétés par voie rénale, il y a peut-être moins d'impact que si c'est excrété par voie biliaire. Mais ce n'est pas le seul trigger en fait, de dysbiose. On a aussi l'infection ou par exemple les laxatifs. On sait que ça va modifier très clairement la composition du microbiote digestif. Donc là, je vais présenter un petit peu 3 études dans des modèles murins qui s'intéressent à l'axe intestin-poumon. Et ensuite, on va parler de 2 études à la fin, chez l'homme, pour voir est-ce que, vraiment on retrouve la même chose chez l'homme ou pas. Donc il y a une étude qui est très intéressante, qui a été, réalisée par, Schwitt, en 2016, dans Gut, et en fait, ils utilisent un modèle murin, parce que souvent pour, étudier le microbiote, on ne peut pas faire ça sur des cellules, il faut forcément un modèle murin, et ces souris-là, vont recevoir 3 semaines d'antibiotiques à linge-spectre. Donc ils vont prendre au moins, 4 antibiotiques différents dans l'eau de boisson. Donc au bout de 3 semaines d'un traitement antibiotique et un spectre, on se doute bien que le microbe digestif se sera, totalement modifié. Donc on aura une dysbiose qui va pouvoir s'installer. Au bout de ces 3 semaines, ils arrêtent le traitement antibiotique pendant 2 jours, et ensuite ils vont infecter ces souris par voie intranasale par, une bactérie qu'on appelle Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, qui est un agent de pneumopathie communautaire, assez courant. Ils vont regarder, la survie des souris, la croissance bactérienne dans le poumon et dans la rate, et aussi la réponse cytokinique. Alors ici, si on voit les courbes de survie, déjà, on voit qu'il y a 2 groupes. Il y a le groupe avec un trait plein, c'est, les non traités. Celui avec des pointillés, ils ont appelé ça microbiota déplétide. C'est les souris qui ont reçu des antibiotiques et qui ont une dysbiose digestive, et on voit que quand elles sont infectées par pneumocoque, bah, le premier groupe non traité contrôle, il y a 90 de survie, alors que le groupe qui a reçu des antibiotiques dans les semaines précédentes, on n'est plus qu'à 50. Donc ça, c'est significatif, on a une mortalité plus importante. Pareil, si on regarde sur la droite, on voit qu'on a, un nombre de colonies bactériennes plus élevé dans le groupe qui a, dans le poumon, dans le groupe qui a une dysbiose digestive, donc ici en blanc. Dans le poumon, c'est le petit c, dans le sang, c'est, le petit d, et alors ça paraît peut-être pas beaucoup quand on voit comme ça, mais c'est quand même facilement un log de plus, puisque c'est des échelles logarithmiques. Donc si on regarde dans le sang,
on était à 10 puissance 6 CFU de pneumocoque dans le sang, dans le groupe contrôle, et entre 10 puissance 7 et 10 puissance 8 dans le groupe qui a reçu des antibiotiques auparavant. Donc on a l'impression qu'on a une dissémination plus importante. Dans cette étude-là, ils ont commencé aussi à regarder qu'est-ce qui se passe si on fait une transplantation de microbiote fécal chez ces souris qui ont une dysbiose digestive, en prenant du microbiote de souris sain et en leur donnant en fait par des gavages orogastriques. Et on avait l'impression qu'il y avait une amélioration par la transplantation de microbiote fécal. Alors, ils n'avaient pas regardé vraiment l'amélioration au niveau clinique, au niveau de la survie, mais ils s'étaient vraiment intéressés à l'amélioration au niveau de la production de cytokines. Donc, c'était juste un début, mais on avait quand même une production de cytokines qui tendait à se rapprocher des souris contrôle. Pour essayer d'expliquer un petit peu ces différences, comment le microbiote digestif pourrait agir au niveau pulmonaire, ils se sont intéressés en fait aux macrophages alvéolaires et aux polynucléaires neutrophiles isolés en fait de poumons ou du sang des souris, soit des souris contrôle ou soit des souris qui ont une dysbiose digestive. Et ils ont regardé leur capacité de phagocytose vis-à-vis de pneumocoques marqués de façon fluorescente. Et on voit que ça soit les macrophages alvéolaires à gauche ou les polynucléaires neutrophiles à droite, on a une phagocytose qui est moins bonne chez les souris qui ont un microbiote dysbiotique. Il y a aussi une étude qui était très intéressante, qui a été faite par Valentin Sancio et l'équipe du professeur Trottin il y a 3 ans dans un modèle murin aussi, où ils sont intéressés à l'infection par le virus influenza A, le IAV. Et ils ont montré qu'en fait, on sait que les infections suite à la grippe, on a des surinfections bactériennes qui sont fréquentes. Et là, ils ont montré en fait qu'on avait aussi, dû à l'infection par la grippe, une dysbiose du microbiote digestif. Donc ils ont commencé à regarder en fait, ici sur le petit schéma en A, sur la gauche, la composition du microbiote digestif après infection par IAV, et on voit que donc AJ7, c'est, au moment où on a l'infection la plus importante. On voit que la composition du microbiote digestif, elle est différente, par rapport à ce qu'on retrouve, en bleu ou en vert, AJ0 ou AJ14. Donc ça, c'est un schéma en fait, qui est une analyse en composantes principales, qui reflète un peu la bêta-diversité. Ça veut dire si on prend des communautés de microbiotes de différentes souris, est-ce qu'elles se groupent ensemble ou pas? Et on voit que les souris qui ont, une infection par le virus, IAV, elles se démarquent. On a une différence par rapport aux autres souris. Donc ils ne sont pas seulement intéressés à la composition du microbiote, mais ils ont regardé aussi certains métabolites, notamment les acides gras à courte chaîne, comme l'acétate, le propionate et le butyrate. Et on voit que le groupe en rouge, on est à 7 jours après infection par IAV, on a une diminution très importante de l'acétate, du propionate et du butyrate, donc de tous les acides gras à courte chaîne. Ils s'étaient intéressés aussi aux espèces bactériennes qui étaient modifiées, et ils avaient montré qu'ils avaient des AJ7, une diminution de certaines bactéries qui sont très présentes à l'état normal chez les souris, qui sont les Muribaculacées. Ils avaient par contre une augmentation d'autres bactéries qu'on appelle les Akkermansiacées, qui peuvent être bénéfiques ou qui peuvent être pathogènes, en fait, selon le contexte. Hem, donc voilà, mais le plus important, c'est qu'ils avaient montré qu'il y avait des diminutions au niveau de la production des acides gras à courte chaîne. Donc après, pour regarder, en fait, quel était l'impact de ce microbiote digestif, hem, ils ont pris du microbiote de souris soit contrôle ou soit de souris, AJ7 après l'infection par IAV, et ils l'ont donné à, d'autres souris qui n'ont pas été infectées. Donc pour ça, en fait, ils ont été obligés de les traiter par antibiotiques auparavant, parce que si on donne des selles, d'une autre souris à une souris qui a un microbiote normal, en fait, les bactéries exogènes ne vont pas s'implanter. Il y a ce qu'on appelle une résistance à la colonisation. Donc c'est nécessaire, en fait, de perturber le microbiote digestif, de créer une dysbiose par des traitements antibiotiques à large spectre. Donc ici, 3 semaines, ils avaient donné, 5 ou 6 antibiotiques différents dans l'eau de boisson. Et ensuite, ils ont donné des gavages de contenu sécal, en fait, de souris soit contrôle ou soit infectées par IAV, AJ3 et AJ5. Et AJ6, ils ont infecté ces souris par du pneumocoque. Et ils ont regardé, en fait, la différence au niveau, de la charge bactérienne déjà dans le poumon et dans la rate. Donc là, on voit que, en rouge, les souris qui ont reçu du microbiote,
de digestifs de souris infectés par IAV ont une charge bactérienne en pneumocoque plus élevée, avec aussi un log de plus dans le poumon et quasiment un log de plus aussi dans la rate, qui témoigne de la dissémination. Donc on voit que c'était une expérience assez intéressante parce que c'est vrai que si on infecte les souris par le virus de la grippe, on s'attend forcément à ce qu'il va y avoir des surinfections pulmonaires, notamment à pneumocoque ou à staphylocoque doré qui seront beaucoup plus fréquentes parce que le poumon sera abîmé. Mais là, ils sont vraiment focalisés que ce qui se passait au niveau de la dysbiose digestive en donnant juste du microbiote dysbiotique en fait à des souris qui n'ont pas été infectées par IAV. Hem, une autre partie assez intéressante dans cet article-là, c'est qu'ils ont supplémenté les souris en acétate, qui était un des acides, gras courte chaîne qui baissait. En fait, on voyait là, c'était le plus abondant en fait, l'acétate, mais il baissait, divisé par 2 ou par 3 en fait, chez les souris, qui avaient été infectées par IAV et donc là, ils supplémentent, donc soit, par, un contrôle, donc VH, ou soit par l'acétate dans l'eau de boisson, donc c'est, la ligne en bleu. Donc ils rajoutent en fait 200 millimolaires d'acétate dans l'eau de boisson pendant 5 jours, avant l'infection à pneumocoque et donc on voit qu'on a une diminution de la charge bactérienne en pneumocoque dans le poumon et dans la rate et on a aussi une amélioration de la survie qui est assez importante puisqu'on passe de 100 de mortalité dans le groupe, qui n'a pas été supplémenté à, 40 à 50 de mortalité dans le groupe supplémenté. Donc on a vraiment une diminution de la sévérité de la pneumopathie. Alors comment ça peut fonctionner en fait? On sait que tout ce qui va être, acides gras à courte chaîne, comme ce qu'on appelle les SCFA, ça peut avoir des effets, locaux au niveau digestif, hein, mais ça peut aussi avoir des effets, au niveau pulmonaire. Donc ça peut améliorer l'élimination en fait, des bactéries par les macrophages, lorsque les bactéries sont phagocytées. Ça peut aussi améliorer la phagocytose, des macrophages. On peut réduire, grâce au SCFA, la production de cytokines pro-inflammatoires. Ça peut, augmenter l'expression de peptides antimicrobiens. Et ça peut aussi, limiter le recrutement de neutrophils. Alors, quand on parle en fait de recrutement de neutrophils ou de cytokines pro-inflammatoires, il faut bien comprendre qu'au niveau d'infections pulmonaires, en fait, hem, c'est bien qu'il y ait toujours, suffisamment de recrutement de neutrophils, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Sinon, s'il y en a trop, en fait, on va avoir, un effet délétère sur le poumon. C'est toujours une balance, en fait, qui doit être respectée. Donc c'est dans ces modèles-là, en tout cas, les CFA ont l'air d'avoir un effet bénéfique. Alors, les études sont beaucoup intéressées au SCFA, mais après, il y a d'autres métabolites produits par le microbiote qui peuvent avoir un rôle, en fait, qui est décrit sur l'immunité. Notamment, on a des métabolites tryptophane, des dérivés de l'indole, de la sérotonine, des kynurénines et aussi des acides biliaires secondaires. Donc, c'est des acides biliaires qui vont être produits par le microbiote digestif à partir d'acides biliaires primaires et qui pourront avoir un effet, pareil, local ou à distance. Donc on voit que c'est assez complexe, hein, quand on regarde ces schémas un peu récapitulatifs. C'est pas, on n'a pas juste un métabolite qui va être, efficace sur un récepteur. C'est toujours plein de choses en même temps puisqu'on perturbe le microbiote, de façon, importante avec des traitements antibiotiques à large spectre et la plupart des études s'intéressent à un point, par exemple, au SCFA ou, au méthyltryptophane, aux macrophages. Si chacun essaie de trouver en fait une explication, dans un modèle précis et en fait, c'est quand même très complexe. Et chez le patient, c'est quand même plus compliqué parce que c'est moins standardisé que ce qu'on peut faire chez les souris. Donc après, nous, on s'était intéressé aussi à un autre type de dysbiose. Jusqu'à présent, on a vu la dysbiose par antibiotique et spectre. On a vu la dysbiose liée à une infection virale. Et nous, on s'est intéressé à la dysbiose qui va être liée à la colonisation par une bactérie qu'on appelle Klebsiella pneumoniae. Et on s'est intéressé donc à des Klebsiella pneumoniae multirésistantes qui peuvent coloniser donc des patients, mais si c'est dans un modèle de souris. Et on a regardé est-ce que la dysbiose, associée à la colonisation par Klebsiella pneumoniae était différente de la dysbiose induite juste par une antibiothérapie? Et est-ce qu'il y avait des impacts différents sur l'infection pulmonaire? Donc pour ça, en fait, on a eu un plan expérimental, suivant. Donc pareil, on a pris, des souris 57 Blatt 6. Soit on les a exposées à la Klebsiella pneumoniae, donc c'est le groupe, CPE ici. CPE, c'est pour, Carbapenemas producing enterobacterale.
c'est la souche de Klebsiella qu'on a utilisée. Hem, ou alors on a pu les exposer en orange à la clindamycine, qui est un antibiotique, ou alors ici en vert, on les a exposés à la fois à la Klebsiella pneumoniae et à la clindamycine. C'est, le groupe en fait, potentiellement, qui serait le plus sévère. Donc si on regarde déjà en fait, on voit au niveau de la charge bactérienne dans les selles à gauche, si on prend la charge bactérienne dans le Klebsiella pneumoniae multirésistante, eh ben, elle est importante uniquement dans le groupe qui est exposé à la fois à l'antibiothérapie et la Klebsiella pneumoniae. Donc, en vert, on a des niveaux en fait de Klebsiella pneumoniae de l'ordre de 9 à 10 log de CFU par gramme de sel. Si en bleu, on expose juste les souris à Klebsiella pneumoniae mais sans antibiothérapie, on voit que ça monte un petit peu quand on la met dans l'eau de boisson pendant 24 heures. Et ensuite, ça passe sous la limite de détection, ça ne s'implante pas. Ça, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la résistance à la colonisation apportée par le microbiote normal. Il faut perturber le microbiote par une antibiothérapie pour permettre à des bactéries exogènes de s'implanter. Donc, on a regardé les différentes dysbioses qu'on pouvait retrouver selon les différents groupes. Donc là, on a sur le schéma à droite, en fait, sur la CY, une abondance relative. C'est un pourcentage de telle ou telle famille bactérienne. On a classé ça au niveau de la famille bactérienne, parce que si on rend des résultats au niveau du genre, c'est compliqué à comprendre. Et donc, on a les souris contrôles qui n'ont rien eu, pour lesquelles on a un microbiote qui est censé être normal. Ensuite, on a les souris juste exposées à Klebsiella pneumoniae, c'est le groupe CPE, qui ont un microbiote qui n'est pas différent significativement des souris contrôles. Donc, il n'y a pas de différence en fait à J14 après les avoir exposées par la Klebsiella. Par contre, dès qu'on va mettre la clindamycine, l'antibiotique, on voit qu'on a des différences importantes avec une diminution en bas des muribacculacées qu'on voit en bleu, associée à une expansion d'autres bactéries, une expansion des entérobactéries en rouge ou d'autres bactéries anaérobies comme les Tannérellacées qu'on a en bleu clair. Et si on expose les souris à l'antibiotique et la Klebsiella pneumoniae, donc ces groupes tout à droite, là on retrouve quasiment plus de muribacculacées. On a beaucoup d'entérobactéries, beaucoup d'Akkermansia. Donc c'est des choses en fait qui sont retrouvés sur, différents modèles qui utilisent pas toujours les mêmes antibiotiques ou pas toujours les mêmes types de dysbiose. On a l'impression qu'on a une dysbiose qui est maximale chez ces souris-là qui sont exposées à la fois à l'antibiotique et à la Klebsiella multirésistante. Donc ensuite, on a infecté ces souris, donc ici la AJ14, par une souche de Pseudomonas aeruginosa qu'on appelle la souche PAO1, qui est une souche classiquement utilisée au laboratoire. Et on a regardé la sévérité de la pneumopathie au niveau clinique avec un score clinique. Donc on voit qu'elle était plus sévère la pneumopathie chez les souris qui étaient vraiment colonisées par Klebsiella pneumoniae, qui ont reçu la bactérie et l'antibiothérapie. On a regardé aussi la perméabilité alvéolo-capillaire, ce qu'on appelle ici Lung Injury Index. Donc ça, c'est réalisé en injectant en fait de l'albumine marquée à la FITC, qui est un agent fluorescent, dans le sang, en intrapéritonéal, 2 heures avant le sacrifice. Et ensuite, on va faire un rapport de fluorescence dans le liquide broncho-alvéolaire divisé par la fluorescence dans le sang. Et donc, si on a beaucoup de fluorescence dans le liquide broncho-alvéolaire, c'est qu'on a une lésion euh, au niveau de l'alvéole. Donc là, on voit que c'est le cas pour les souris qui sont exposées à la fois à l'antibiotique et à la souche de Klebsiella, donc en vert, où on a une perméabilité plus élevée. Par contre, on n'avait pas de différence au niveau de la charge bactérienne dans le poumon, mais on avait quand même une dissémination plus importante de Pseudomonas au niveau de la rate. Donc ça c'est lié aussi avec cette alvéole pulmonaire qui était endommagée. Donc on a mis aussi quelques photos en fait en histologie pour montrer que la pneumopathie était aussi histologiquement plus sévère chez les souris qui étaient exposées à l'EPC, alors qu'elles ont reçu pour les 4 groupes en fait la même charge bactérienne. On mettait à peu près 10 puissance 7 CFU par ml. Et on instille en fait en intranasal à peu près 50 microlitres par souris. On s'est intéressé à la réponse pulmonaire au niveau des en cytométrie en flux et on voit aussi qu'on avait des diminutions en termes de nombre de cellules pour les macrophages alvéolaires chez les souris qui étaient colonisées par Klebsiella pneumoniae qui ont reçu des antibiotiques.
Donc on avait des diminutions en macrophages alvéolaires. On a aussi des diminutions dans certains, cellules dendritiques qu'on appelle les CDC2. Par contre, on n'avait pas de différence au niveau des neutrophiles. Donc c'était plutôt, des différences au niveau des macrophages alvéolaires et de certaines cellules dendritiques. Ensuite, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait si on rajoutait un autre groupe, qui est un groupe qui va bénéficier d'une transplantation de microbiote fécal, ce qu'on appelle la FMT. Et donc on va prendre des souris qui sont, donc colonisées ici, en vert par, Klebsiella pneumoniae qui ont reçu des antibiotiques et un peu avant l'infection par Pseudomonas aeruginosa, on va leur réaliser une transplantation de microbiote fécal, donc 1 jour avant l'infection et 3 jours avant l'infection, à partir de selles de souris contrôle. Donc ça, c'est le groupe en violet qui a bénéficié de la transplantation de microbiote fécal. On voit qu'il n'y a pas de différence au niveau de la charge bactérienne en Klebsiella pneumoniae, chez ces souris-là, que c'est, la même charge bactérienne. Il n'y a pas vraiment de décolonisation de cette bactérie multirésistante après la transplantation de microbiote, fécal. Par contre, si on regarde plus précisément ce qui se passe au niveau, du microbiote digestif, et ben, donc là, on a rajouté un groupe, sur la droite, qui est le groupe transplantation de microbiote fécal et on voit qu'on a, un microbiote qui tend à se rapprocher de ce qui se passe, chez les souris, contrôle. Donc on avait vraiment une dysbiose très importante chez les souris colonisées par, Klebsiella pneumoniae, donc avec très, très peu de muribaculacées notamment. Et par contre, ces muribaculacées, ben, vont réaugmenter après, la transplantation de microbiote fécal. C'est pas la seule différence, il y avait beaucoup d'espèces bactériennes qui changeaient, mais c'était en tout cas la différence, majeure dans notre modèle. Donc on peut aussi, schématiser ça un petit peu sur, des analyses, de bêta-diversité du microbe digestif. Donc ça, c'est des analyses en coordonnées principales. Donc en fait, le principe, c'est qu'on part de, plein de variables. Il peut y avoir par exemple, plusieurs centaines d'espèces bactériennes avec, pour chaque espèce bactérienne, une abondance relative et ça, c'est, pas représentable en fait en 2 ou 3 dimensions et donc il y a des algorithmes en fait au niveau statistique qui permettent de faire des analyses aux composantes principales en coordonnées principales pour récapituler la plupart de l'information en juste 2 ou 3 dimensions pour regarder si on a des groupes qui se séparent. Donc là, on avait, les souris contrôle en rouge, les souris qui ont juste été exposées à l'antibiotique, la clindamycine en orange, les souris colonisées par la Klebsiella pneumoniae, avec aussi l'antibiotique en vert et les souris, qui ont bénéficié de la transplantation de microbiote fécal, la FMT, en violet. Donc on voit sur la gauche les souris contrôle, sur la droite, les souris, en vert qui sont, colonisées par Klebsiella pneumoniae et après pour les souris juste exposées à l'antibiotique ou alors qui ont bénéficié de la transplantation de microbiote fécal, on a, des choses qui sont un peu intermédiaires entre les souris contrôle et les souris, colonisées. Donc après, on peut regarder par exemple, bah, les souris qui sont un peu plus, vers la gauche et vers le haut, bah, elles ont plus de muribaculacées. Donc c'est un peu quelque chose qui permet de voir un petit peu, la composition du microbiote. Donc on n'avait pas juste des différences au niveau de la composition du microbiote après FMT, on avait aussi des différences au niveau de la sévérité de la pneumopathie, avec une pneumopathie qui était moins sévère au niveau du score clinique, au niveau de la perméabilité alvéolo-capillaire et au niveau de la dissémination de Pseudomonas dans la rate. Pareil, on avait aussi, une survie qui était améliorée après transplantation de microbiote fécal avec, 4 groupes, donc soit contrôle, soit juste exposés à la Klebsiella, juste exposés à l'antibiotique ou alors qui a bénéficié de la transplantation de microbiote, qui sont une mortalité de l'ordre de, 50 alors que chez les souris, vraiment colonisées par la Klebsiella, on avait une mortalité qui était de l'ordre de 90. Pareil, en stométrie en flux, ben, la transplantation de microbiote tendait à restaurer un petit peu le nombre, des macrophages alvéolaires et des cellules dendritiques, CDC1 et CDC2. On s'est intéressé au niveau des mécanismes potentiels à la concentration d'acide gras à chaîne courte dans le sécom. Donc on voit qu'elle est, minimale chez les souris en verte, colonisées par la Klebsiella, que ça soit pour les SCFA totaux ou alors juste pour l'acétate, pour le propionate, pour le butyrate.
Alors c'est pas les mêmes échelles, hein, selon, les acides gras. C'est vrai que l'acétate, c'est quand même le plus abondant puisqu'on peut monter jusque, 60, micromoles par gramme, alors que pour le butyrate, on va monter au maximum à, 20 micromoles par gramme. Donc, bon, on n'a rien, découvert, hein, c'est les CFA, c'est une action décrite sur les macrophages, alvéolaires, notamment de la phagocytose et de l'hémostasie pulmonaire. Mais on s'est intéressé vraiment à leur rôle dans un modèle de dysbiose, précis, lié à la colonisation par une bactérie exogène. Donc pour finir, on s'est intéressé à la supplémentation aussi, en, acides gras à chaîne courte dans l'eau de boisson. Donc on a utilisé le même type de modèle que précédemment, sauf qu'on a rajouté un mix de différents SCFA, donc l'acétate, le propionate et le butyrate, dans l'eau de boisson pendant, 7 jours chez les souris colonisées, juste avant l'infection par Pseudomonas aeruginosa. Et on voit qu'on améliore à la fois le score de gravité de la pnéumopathie, la perméabilité alvéolo-capillaire et aussi la survie, chez ces souris. Donc on s'est intéressé aussi au rôle des Myribacculacées dans ce modèle. Donc c'est une bactérie, qui n'existe pas chez l'homme, même si on a des équivalents, mais qui représente quand même une proportion importante du microbiote des souris, notamment des C57 BAT6. Ça peut représenter, plus de 20 en fait, de l'abondance, enfin de leur microbiote. Donc on s'est procuré une souche de référence et on a fait des gavages itératifs pendant 3 jours avant l'infection, de cette bactérie. Mais le problème, c'est que c'est une bactérie qui est anaérobie stricte, un petit peu fragile, de culture difficile et finalement, en fait, bah, si on se met au moment de l'infection, on ne retrouvait pas, de Myribacculacées dans les selles. Ça veut dire que la bactérie, on l'avait gavée, en fait, mais elle ne s'implantait pas au niveau des selles. Donc, on n'a pas pu obtenir d'amélioration de la pneumopathie, parce que, la bactérie ne s'implantait pas, en fait. Donc ça peut être lié à ce qu'on appelle, la résilience du microbiote. Donc il y a une étude où ils ont comparé les antibiotiques à un feu de forêt qui va brûler toute la forêt et après on a une restauration de la composition du microbiote par étapes, avec d'abord des espèces primaires, notamment des espèces qui vont, dégrader des polysaccharides complexes, puis des espèces secondaires, notamment les bactéries productrices d'acides gras à courte chaîne, comme les Myribacculacées, qui font plutôt partie de ces espèces secondaires, et des espèces tertiaires qui ont besoin de l'écosystème complet pour s'implanter. Donc c'est des systèmes complexes et on peut comprendre que, c'était peut-être un peu naïf de vouloir, faire s'implanter les Myribacculacées, toutes seules, avec juste en injectant juste cette bactérie-là. Il faut peut-être sûrement des consortiums de bactéries avec différentes bactéries, notamment des bactéries, d'espèces primaires, qui permettraient peut-être aux Myribacculacées aussi de s'implanter. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent maintenant sur des consortiums bactériens de, dizaines de souches qui peuvent être données, en une fois, en fait. Il y a un principe qui est intéressant aussi pour tout ce qui va être dysbiose au niveau du microbiote, c'est le principe Anna-Karénine appliqué au microbiote. Donc Anna Karénine, c'est un roman de Tolstoï qui commence par la phrase suivante: «Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon». Et on peut traduire ça en: «Tous les microbiotes sains se ressemblent, mais chaque microbiote dysbiotique l'est à sa façon». Donc en clair, le type de dysbiose qui va être présenté, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. On a vu qu'il y a des dysbioses qui étaient liées aux antibiotiques et même parmi pour les antibiotiques, selon leur activité anti-anaérobie, leur excrétion biliaire, ça sera différent. Ça peut être aussi des dysbioses qui vont être liées à l'infection, comme on a vu avec le modèle précédent aussi, qui peut être lié à l'immunodépression, au laxatif. Et donc c'est un peu illusoire d'essayer de trouver, par exemple, un probiotique qui va marcher sur toutes les dysbioses. Donc maintenant soit les études s'intéressent à des consortiums bactériens ou alors il y a même des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle des probiotiques de précision. Ça veut dire qu'ils séquenceraient, en fait, le microbiote digestif des patients et ils essaieraient de trouver, bah, voilà, il manque telle ou telle bactérie. On pourrait donner peut-être tel ou tel, probiotique qui permettrait de restaurer, en fait, cette dysbiose. Donc, bon, pour cette étude, on avait juste montré que, la colonisation digestive par Klebsiella s'est associée à une dysbiose digestive spécifique qui était différente de, la dysbiose liée à une antibiothérapie seule et que ça, créait une sévérité plus importante de la pnéumopathie, notamment en jouant sur l'axe intestin-poumon. Alors, pour finir, il y a 2 études, chez l'homme qu'on peut mentionner. Hem, donc il y a un article en fait qui est paru, dans Nature Communication en 2021, où ils sont intéressés quand même à une cohorte de 7 200 personnes en Finlande et ils ont essayé de corréler un petit peu des compositions au niveau du microdigestif et de la mortalité, donc soit de la mortalité toutes causes confondues
ou alors de la mortalité liée à des problèmes gastro-intestinaux, respiratoires ou autres. Et donc là, dans cette étude, ils ont montré que l'abondance relative en entérobactéries au niveau digestif, c'était associé à la mortalité toutes causes confondues, et c'était aussi associé à la mortalité respiratoire. Alors, ce n'est pas forcément des liens de cause à effet, il peut y avoir des biais, mais c'est quand même intéressant de voir que si on a plus d'entérobactéries au niveau digestif, on a une mortalité qui est plus élevée, notamment liée à des causes respiratoires. C'est peut-être quelque chose qui dit qu'indirectement, il y a peut-être un rôle sur l'axe intestin-poumon. Même si en effet, il y a plein de biais, c'est des choses à conforter dans d'autres études. Une étude aussi un peu plus récente qui est sortie en mars 2023 dans Nature Medicine, où ils sont intéressés à l'impact de dysbiose digestive chez les patients de réanimation. Donc en fait, ils ont pris 51 patients hospitalisés en réanimation, mais ils n'ont pas pris n'importe quel patient de réanimation. Ils ont pris que des patients qui n'ont pas reçu d'antibiotiques dans les 3 mois précédents, pour pas avoir de biais, parce qu'on sait que les antibiotiques, ça va forcément perturber très fortement la composition du microbiote digestif. Donc c'est pas si courant que ça, en fait, les patients de réanimation qui n'ont pas reçu d'antibiotiques dans les 3 mois précédents. C'est déjà pas mal du tout qu'ils aient réussi à en recruter 51 dans leur étude. Et donc, on voit que sur le graphique à gauche, ils sont intéressés donc à l'abondance relative. C'est la même chose c'est le même type de graphique que ce qu'on a vu précédemment. Et ce que j'ai entouré en rouge ici, c'est l'abondance relative en entérobactéries. Donc, ils ont un groupe contrôle de volontaires sains. On a très très peu d'entérobactéries. Et en fait, chez les patients en réanimation, donc que ce soit J1 de réanimation ou J3 de réanimation, on voit que tous ces patients-là ont plus d'entérobactéries. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vérifié par des analyses statistiques. Sur la droite, on voit qu'on a ce qui bougeait le plus, c'était vraiment la concentration en entérobactéries au niveau du microbe digestif. Alors, le problème, c'est que tous les patients de réanimation enfin, en moyenne, ils ont une abondance relative en entérobactéries qui est plus élevée. Par contre, en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils se sont intéressés à un groupe qu'ils vont appeler l'enrichissement d'entérobactéries, qui correspond à une augmentation de l'abondance en entérobactéries entre J1 et J3. Ça veut dire que si pour un patient individuel, sur le microbiote qui était pris à J1 par rapport au microbiote à J3, si on a un facteur 2 au moins de l'abondance en entérobactéries, ils font partie du sous-groupe enrichissement en entérobactéries pendant le séjour en réanimation. Et chez ces patients-là, chez ce sous-groupe précis, ils ont montré qu'on avait une survenue d'infection nosocomiale qui était beaucoup plus importante, avec un odds ratio qui est de l'ordre de 6,8, donc quasiment 7. Donc là, on a l'impression que c'est des courbes de survie, mais ce n'est pas des courbes de survie de patients, en fait, c'est plutôt de la survie sans infection. Ça veut dire que dès qu'ils ont au départ, on a 100 des patients qui n'ont pas d'infection, et dès que le patient aura une infection nosocomiale, il va sortir, en fait. Donc on va voir, ça va diminuer, et on voit que les patients qui ont un enrichissement d'entérobactéries en bleu, ils ont beaucoup plus d'infections nosocomiales que les patients qui n'ont pas d'enrichissement d'entérobactéries. Ça veut dire que même s'ils avaient des niveaux en entérobactéries peut-être élevés au départ, s'il n'y a pas eu de doublement, de ces entérobactéries entre J1 et J3, on n'a pas de différence. Et ce qui est très intéressant, si on regarde le schéma, le tableau en bas à droite, ce qui sort, c'est les infections nosocomiales avec un odds ratio quasiment à 7. Par contre, ce n'est pas des infections nosocomiales forcément par entérobactéries. Parce que si on regarde l'odds ratio pour les infections nosocomiales par entérobactéries, c'est un odds ratio à 1. Donc on a l'impression que ça n'a pas vraiment d'effet. C'est plus voilà, ce qui se passe au niveau du microdigestif. Ça peut provoquer des infections nosocomiales ailleurs, enfin favorisées en tout cas, qui ne vont pas forcément être liées aux entérobactéries. C'est un peu ce qu'on avait retrouvé dans le modèle de souris, en fait, où on colonisait les souris par Klebsiella pneumoniae, et on avait des pneumopathies qui étaient plus sévères à Pseudomonas, qui était un autre facteur. Donc là, dans ce tableau-là, ils ont montré un petit peu les différentes infections nosocomiales qu'on retrouvait chez patients. Et donc, on avait quelques entérobactéries, il y avait un petit peu d'Escherichia coli, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Il y avait du Pseudomonas, de l'hémophilus. Parfois, il n'y avait pas de bactéries identifiées, comme c'est souvent le cas. On pouvait même avoir des anaérobies, comme du Bacteroides fragilis. Donc, on voit que c'était très, très, très divers. C'était des infections dues à des pathogènes divers. Alors, le problème de cette étude-là, c'est qu'ils sont juste arrêtés en fait à Enterobacteries, donc à la famille Enterobacteriaceae. Ils ne sont pas forcément allés plus loin, parce qu'ils n'étaient pas
Les entérobactériacées, en fait, c'est compliqué d'analyser leur composition de façon plus précise qu'au niveau de la famille si on utilise des techniques de séquençage du microbiote qui s'étend juste 250 ou 400 paires de bases. Parce qu'en fait, elles sont très proches, en fait, donc c'est difficile de dire, bah, c'est un Escherichia coli, c'est une Klebsielle, c'est un Enterobacter. Il faut des techniques qui sont plus précises et donc il y a des techniques, en fait, qui commencent à être utilisées, qui permettent d'aller au niveau, de de l'espèce bactérienne ou du genre bactérien. Donc c'est des techniques, en fait, de séquençage, qu'on appelle long read. On peut séquencer, en fait, les 1500 paires de bases de l'ARN CDS pour permettre d'identifier précisément, quel, genre ou espèce bactérien est retrouvé. Donc ça, c'est par exemple, ici un exemple de ce qu'on a réalisé sur, un microdigestif de souris où, peut-être, à un moment donné, on pouvait s'arrêter à Enterobacteriaceae au niveau de la famille et là, on voit que, bah, si on prend les Enterobacteriaceae qui sont ici au milieu, bah, si on regarde sur la droite, on voit qu'on a, un certain nombre de rigs qui correspondent à la Klebsielle et d'autres qui correspondent à l'Escherichia coli. Donc on voit qu'avec des techniques plus précises, qui séquencent les 1500 paires de bases de la RNCS, on arrive en fait à, identifier plus précisément en fait la composition du microdigestif. Donc les questions en suspens en fait, donc c'est déjà l'impact de ces différentes souches d'entérobactéries. Donc là dans l'étude en réanimation, ils sont juste intéressés aux entérobactéries en général, mais il y a peut-être des sous-groupes, à individualiser. Et il y a aussi un point qui reste en suspens, c'est la place des stratégies de modulation du microbiote chez les patients colonisés. Si on prend la transplantation de microbiote fécal, bah, il y a pas forcément toujours d'effet sur les niveaux de colonisation, par des bactéries exogènes dans les études, que ça soit dans notre modèle, en fait, chez la souris, mais aussi chez les patients. C'est que chez les patients, des fois, qui sont porteurs de bactéries multirésistantes, heu, dans certaines études, ils ont essayé de les décoloniser faisant la transplantation de microbiote, mais il y a des effets qui sont un petit peu, décevants, en fait, sur ces niveaux de colonisation. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que même si ça ne décolonise pas, et ben, la transplantation de microbiote pourrait restaurer la dysbiose liée à la colonisation et diminuer les infections invasives. Là, il y a une équipe, en fait, c'est l'équipe du professeur Marchesi, qui travaille sur, la FMT, qui travaille sur la FMT, non pas pour décoloniser les patients, mais pour éviter, la survenue d'infections invasives. Pour eux, c'est vraiment, en fait, le point principal sur lequel il faut se focaliser. Et j'ai terminé un peu pour cette présentation. Donc, bah, je remercie, les membres, de mon équipe, qui ont travaillé là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore un peu de temps. Alors, merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a Shervin qui a levé la main. Alors, je sais pas si Shervin, tu peux parler, si ça marche. Parce que quelquefois, le son de Shervin ne marche pas. Ou si tu mets un petit mot dans la discussion. Bonjour, vous m'entendez? Très Oui, bien. Super. Merci beaucoup pour ce topo, c'était génial. J'ai juste une petite question d'ancien immunologiste sur les cellules dendritiques que vous avez analysées. Quel marqueur vous avez utilisé? Est-ce que vous avez caractérisé un petit peu ces cellules dendritiques, à savoir, est-ce que c'est des cellules matures, immatures que vous avez regardées? Est-ce que vous avez différencié les deux dans les populations que vous avez étudiées? alors ça, j'aurais du mal à répondre parce que c'est Philippe Gosset, en fait, qui s'est Ah oui, chargé de toute la partie, cytométrie en flux. Donc, sauf s'il est là et qu'il sait répondre, mais moi, Et j'ai pas la répondre normalement, à ça. il était là. Oui, Oui, il est je là. suis là. Oui, on a regardé des marqueurs de maturation comme le CMH et des molécules de costimulation, mais il n'y avait pas de différence significative à ce niveau-là. C'était uniquement en nombre de cellules où on avait des différences. d'accord. Donc c'était vraiment sur, par exemple, le SIRP-alpha j'ai mangé le marqueur, le CD24, je crois que c'était pour le DC1. Donc c'est plutôt Hmm. ça que vous avez regardé. Non, non, c'est des molécules de costimulation ou du Ah, CMH. Donc, le IAB chez la souris ou le CD86 en l'occurrence. Donc, qui vont activer les lymphocytes T. oui, bien sûr. Mais dans les différences de DCD que vous avez montrées, parce que ça m'intéresse au niveau Ouais. du poumon, pour définir les DCD, c'était SIRP-alpha que vous avez peut-être utilisé? Non, alors on a utilisé CD11B et D'accord, c'est dans ce B. positive et CD103 négative. Parce que ma question, ça aurait été, est-ce que vous avez regardé les monocytes dérivés enfin, les MODC, vous savez, c'est une population particulière qui apparaît uniquement en conditions inflammatoires.
et qui sont assez proches et DC2. Ouais. Et ma question est de Alors, savoir est-ce que vous l'avez regardé on ou... n'a pas regardé les MODC, mais on a regardé les monocytes, les différents D'accord. sous-types de monocytes. Et il y a aussi une altération du recrutement des monocytes. Mais on s'est pas focalisé sur les MODC. D'accord. Bon, merci, parce que c'était une question que je me posais dans le poumon. Comment c'était fait au cas d'infection virale ou bactérienne au niveau des MODC? Et puis, bon, du coup, c'était intéressant par rapport à ça. Et j'aurais une autre petite question, plus sur les Black 56, les souris. Vous avez Ok. parlé du coup des fameuses familles de bactéries que je connaissais pas, les Muribaculacées. Et je voulais Ouais. vous demander, est-ce qu'elles sont dépendantes en fait de l'animalerie, c'est-à-dire en fait de la ventilation des cages? Est-ce que ça a déjà été montré que c'est vraiment quelque chose de particulier associé aux conditions d'élevage ou c'est vraiment Bon, en tout cas, dans notre expérience, en fait, il faut vraiment prendre les souris. Si on a par exemple 30 souris, il faut comparer ces souris entre elles. En fait, il ne faut pas faire une manip par exemple avec des souris qui sont des antibiotiques à un moment donné, puis recommander d'autres souris 2 mois après et faire autre chose avec. Faut prendre des souris qui ont le même microbiote en fait à la base. Sinon, il y bien a des sûr? différences qui sont un peu artificielles. Et les muribaculacées, en fait, avant, c'était connu sous le nom S247. Parfois, il y a ça dans les études, mais ça a été décrit en fait en 2016, donc ça a changé de nom en fait au niveau taxonomique en 2016. Mais tout ce qui est sur des bases de données en fait qui sont avant 2016, c'est encore marqué S247. D'accord, merci. Et j'ai une dernière toute petite question. Sur les longs grids, vous avez fait du nanopore, du pack bio? Ouais, nanopore. Nanopore, d'accord. Après, on a fait que 3 ou 4 expériences pour l'instant, mais on a des résultats qui sont assez comparables en fait avec ce qu'on retrouve en Illumina parce qu'on a passé les mêmes échantillons en fait en nanopore, sauf qu'on arrive à descendre plus loin. Par exemple, on arrive à descendre au niveau des Muribaculacées ici, au niveau de la famille, Oui, oui. et en fait, en nanopore, on tombe sur des gens bactériens qui ne correspondent pas forcément au Muribaculum. C'est aussi de la partie de la famille des Muribaculacées, mais c'est d'autres gens bactériens comme Héminiphilus ou des choses comme ça. D'accord, parfait, merci. Ben, on fait la même chose au laboratoire sur d'autres microbiotes aussi. Pas le fécal, mais d'autres, et on compare nanopore et Illumina aussi. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. Bon, merci beaucoup. Alors, il y a aussi une question de François Trottin. Oui, bonjour et merci pour la présentation qui était très claire. J'ai vu qu'il y avait une dissémination qui était exacerbée chez les traités antibiotiques et colonisés. Comment vous interprétez ça? Alors la dissémination, Les bactéries dans la rate, je ouais. pense. Ouais, bah pour nous, en fait, on l'a comparé en fait à la perméabilité alvéolo-capillaire qui était plus élevée chez ces souris-là. Donc, on imagine en fait que, il y a peut-être une barrière qui est moins importante au niveau du poumon chez ces souris-là. Et donc, on a plus aussi de dissémination dans la rate. Parce qu'en fait, j'ai pas montré les résultats, mais on a fait aussi du FATS, de la stométrie en flux au niveau de la rate. Et on n'a pas beaucoup de différences en fait chez les souris infectées. Donc, on a plus des différences au niveau du poumon qu'au niveau de la rate. OK. Et au niveau des résultats, la clinique sur les patients en réanimation, Hmm. comment vous voyez les choses? Comment on pourrait intervenir pour éviter justement cette colonisation d'entérocoques, enfin d'enterobactériacées Ouais. plutôt? Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Bah, c'est vrai qu'en fait, ce qu'on dit à l'hôpital, c'est qu'il y a beaucoup déjà des mesures d'hygiène pour éviter, parce que ce sont des souches en fait multirésistantes qui sont passées de patient à patient. Donc c'est intéressant puisque jusqu'à maintenant, on se dit que les souches multirésistantes, le problème, c'est que si on a une infection chez ce patient-là, bah, il va s'infecter de cette souche multirésistante qu'on aura du mal à traiter. Mais en fait, peut-être que ça aussi, ça induit une dysbiose qui va être associée et qui fait que même s'il est infecté par une autre souche, même pas multirésistante, il aura peut-être une maladie plus sévère. Donc là, c'est des recettes que j'avais montrées aux réanimateurs en fait, il y a 1 mois ou 2 et ils m'ont dit qu'ils seraient intéressés par exemple d'essayer d'évaluer, l'impact de l'alimentation, chez leurs patients, parce qu'ils ne s'y intéressent pas beaucoup. Mais en fait, par exemple, peut-être, des différences d'alimentation, peut-être plus de fibres ou des choses comme ça pourrait éventuellement avoir un rôle qui est peut-être négligé actuellement. Absolument d'accord. Merci. J'avoue que j'allais poser le même type de questions là sur comment on pouvait faire. Donc, merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires?
Et il n'y a pour l'instant pas d'études cliniques, en tout cas sur l'île, justement pour aller un peu plus loin, on va dire chez l'homme, de prévu. Pour l'instant, à ma connaissance, non. Après, il y a des dialogues avec les réanimateurs. C'est vrai que c'est des sujets qui les intéressent aussi. Hmm. Mais c'est vrai que chez l'homme, c'est quand même des choses un petit peu lourdes à mettre en place, mais on C'est espère. des, c'est des choses très très lourdes à mettre en Ouais, place, mais il y a tellement d'espoir derrière. ouais. Après, ce qui est compliqué chez l'homme, c'est que c'est pas comme chez la souris. En fait, on peut pas mettre juste un traitement antibiotique Hmm. à telle date, etc., quoi. Il y a beaucoup de facteurs en fait de biais. Et c'est pour ça que l'étude là dans Nature Médecine chez les patients de réanimation, c'était très intéressant parce qu'il était vraiment intéressé aux patients qui avaient pas reçu d'antibiotiques. Mais c'est qu'un sous-groupe en fait de patients un peu particulier. Parce que je pense que la plupart des patients qui arrivent en réanimation, ils ont reçu des antibiotiques dans les 3 mois Ouais. précédents quand même. Oui, oui, non, c'est sûr que ça correspond pas. Alors, ça pourrait être intéressant de refaire le même type d'études en prenant en compte des Mm. patients qui ont eu des antibiothérapies en fonction du type. Alors, bon, là, je parle en tant que pneumologue. Nous, on a beaucoup de patients qui ont des macrolides au long cours et fatalement, ça modifie le microbiome. Donc, ça pourrait être intéressant de voir aussi chez ce type de patients, lorsqu'ils sont en exacerbation et hospitalisés, enfin, retravailler un petit peu là-dessus et comment prévenir justement. Je sais pas si c'est aussi sur les entérobactéries, mais je pense que ça augmente. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Ah, il y a une main levée. Il faut juste que je sache qui. Oui, bonjour, Christophe Carnois. Voilà. Merci Rémi pour cette présentation effectivement très très claire. J'avais une question sur ton modèle où effectivement tu colonises avec Klebsiella pneumoniae puis derrière tu as un traitement antibiotique. Comment tu expliques finalement que il faut vraiment les deux pour que ça soit exacerbé, que cette dysbiose soit exacerbée? Est-ce que tu penses que c'est lié à des composés bactériens qui auraient un effet néfaste ou comment tu interprètes ça? Mm. En fait, ce qui était montré auparavant, c'est que si on mettait des antibiotiques large spectre pendant plusieurs semaines, on avait vraiment une dysbiose importante et une pneumopathie exacerbée. Après, notre modèle, en fait, c'est un peu particulier parce qu'on met que 2 injections d'antibiotiques, donc à J0 et à J7, en intrapéritonéal. On n'a pas ces antibiothérapies très très larges, en fait, de 4 ou 5 antibiotiques dans l'eau de boisson pendant 2 à 3 semaines. Donc, c'est un modèle de dysbiose digestive qui est un petit peu plus light, en fait, que ce qui était publié précédemment. Et on a une tendance en fait naturelle à la résilience du microbiote. Donc si là, si le microbiote il est perturbé à J7, entre J7 et J14, il va commencer à se normaliser. Et là, moi, ce que je pense, c'est que la souche de Klebsiella pneumoniae exogène qui s'implante, ça perturbe un peu cette résilience du microbiote. Et c'est pour ça qu'on a au niveau métagénomique en fait des différences de composition de microbiote à J14 entre les souris qui ont été vraiment colonisées et celles qui ont juste reçu l'antibiothérapie. Donc c'est juste un modèle un petit peu artificiel, mais dans ces conditions-là, en tout cas, on avait une augmentation de la sévérité de la pneumopathie. Donc, on est bien d'accord que Klebsiella est sensible à ton antibiotique. Elle est résistante, c'est résistant à clindamycine en fait. Ah, d'accord. Donc, elle est Ouais, résistante. ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est l'antibiotique, il est juste mis pour perturber le microbiote et permettre l'implantation de la souche de Klebsiella. Donc, Klebsiella reste finalement, reste Ouais, dans les selles jusque bah ouais, là, elle le reste long. jusque J14. En fait, on a même fait dans un autre article, on a montré que ça restait même plus de 3 mois en fait. Une fois Ah qu'on oui, l'a d'accord. mise, hein, ça reste à des niveaux très élevés de plus de 6 lots dans les selles, même 3 mois après. D'accord. Et juste une question, comme Klebsiella pneumoniae est aussi un pathogène respiratoire, est-ce que tu peux infecter avec Klebsiella pneumoniae comme tu as infecté avec Pseudomonas? Est-ce que ça peut... On a essayé en fait. Après, il faut vraiment des charges bactériennes dans le Klebsiella pneumoniae très très élevées pour faire des pneumopathies chez des souris qui sont immunocompétentes, alors que le Pseudomonas, elles sont quand même très malades avec des concentrations de l'ordre de 10 puissance 7 CFU. Pour Klebsiella, il faut vraiment monter la dose, ou alors il faut prendre des souches de Klebsiella qui sont hyper virulentes. Ou Hum, dans ces cas-là, on peut mettre beaucoup moins. d'accord. Juste pour savoir s'il pouvait y avoir une immunité anti-Klebsiella, c'était ça aussi ma Ah oui, question. Est-ce que effectivement, être colonisé par Klebsiella pneumoniae au niveau de l'intestin pourrait protéger contre une infection respiratoire à Klebsiella? C'était le sens de ouais, ma question. ouais, c'est vrai, ça j'ai pas regardé. Hum. Et ouais, ça serait possible. Merci en tout cas. Merci. Eh ben, très, très grand merci, puisqu'il est 14 heures. Si on veut respecter les horaires, il faut qu'on s'arrête là. Je pense que de toute façon, il y a possibilité après toujours d'échanger par mail s'il y a d'autres questions qui arrivent. Et puis,
vous verrez dans la discussion qu'on est plusieurs à être partants pour, notamment avec Philippe, pour développer des études cliniques sur le sujet, parce que c'est passionnant et je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire. On a besoin de vous, forcément. Un très très grand merci. Je vous donne rendez-vous le dernier mardi du mois qui doit être le 27 juin pour la prochaine conférence. Et en attendant, bon courage, parce que je sais que le mois de juin, pour la majorité d'entre nous, est un mois très 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 chargé. Donc bon courage et à bientôt. Et encore un grand merci pour cette belle conférence. Merci, à bientôt.